Leaders. C'est Mansour, quel plaisir et quel bonheur et honneur de vous avoir ce soir avec nous. Ma première question concerne la confiance. Je pense qu'il y a une grande crise de confiance actuellement en Tunisie entre gouvernants et gouvernés. Qu'est-ce que vous en pensez et comment rétablir la confiance? En tout cas, il faut la rétablir, n'est-ce pas? Étant donné que depuis le début de la Révolution, on s'attendait à des actions de nature, à relancer le pays, parce que durant la période précédente de Ben Ali, on est tombé bien bas, n'est-ce pas? On dit qu'il a fait des routes, etc., mais c'est pas ça le pays. Le pays, c'est des êtres humains, n'est-ce pas? C'est des êtres humains, c'est la dignité humaine, c'est le respect de la dignité humaine, ce qui n'existait pas. Donc on attendait quelque chose dans ce genre. Comment la rétablir? Il n'y a pas de mystère, n'est-ce pas? Pour la rétablir, il faut agir. Or, pendant ces 4 dernières années, ce qui a manqué, c'est l'action dans ce sens, n'est-ce pas? Tout a été fait pour faire disparaître la confiance, n'est-ce pas? Ça s'est traduit par le relâchement général, l'absence de vision, n'est-ce pas, des gouvernants, ce qui fait que la confiance s'est effritée, et c'est l'anarchie qui en est résultée, et c'est l'absence de décision majeure dans le pays pour le redresser. Donc, il faut faire le contraire maintenant. Donc, les décisions majeures, par exemple, telles que la vision, avoir une vision pour notre pays? Oui, alors on a, par exemple, question importante, nous avons vécu 10 plans de développement, une dizaine de plans de développement. Le dernier est un plan qui a été confectionné du temps de Ben Ali, qui devait commencer en 2010. On n'a plus de point de repère, on n'a plus de plan, on n'a plus on navigue à vue, n'est-ce pas? C'est ça qui a perdu le pays. Donc il fallait que le gouvernement fixe des objectifs, etc. Ce n'était pas dans la doctrine des gens qui ont gouverné le pays, ce n'était pas leur façon de faire, c'était plutôt la confusion qui les intéressait, parce que dans la confusion, on peut mêler l'islam, la politique, on peut faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc on a navigué à vue, c'est ça là. Donc, c'est Mansour Maala, puisqu'on est à cette histoire de modèle de développement. Je crois qu'en Tunisie, on a tout essayé. On a essayé le modèle socialiste, le modèle libéral, les coopératives. Actuellement, aujourd'hui, de quel modèle avons-nous besoin? Cette histoire de modèle de développement prête à confusion, n'est-ce pas? Il y a le développement. Il y a les procédés qu'on emploie pour y arriver. Il n'y a pas de mystère. Le développement, c'est d'abord de créer des projets, de créer des emplois, de créer des sources de devises étrangères pour la balance de paiement, parce que depuis l'indépendance, nous avons un double problème. Nous n'arrivons pas à créer un nombre suffisant d'emplois d'où l'accumulation du chômage et chaque année, jusqu'à la Révolution, il y a chaque année 20 000 nouveaux chômeurs qui viennent s'ajouter au stock existant. Ça, c'est un grave problème. Ça, c'est le vrai problème du pays. Regardez les départs clandestins vers l'Europe, la recherche de travail. Le travail, c'est la dignité. Les jeunes, quand ils n'ont pas de travail, ils n'ont plus de dignité, ils font n'importe quoi, n'est-ce pas? Le deuxième problème, qui existe depuis l'indépendance, qu'on n'est pas arrivé à surmonter jusque-là, c'est la situation de nos paiements avec l'étranger. Nous avons été toujours déficitaires. La balance commerciale a toujours été déficitaire, c'est-à-dire les exportations de marchandises n'arrivaient pas à couvrir les importations de marchandises, c'est le déficit commercial. Ce déficit commercial devrait être couvert par les apports des devises des services. Les services, c'est le tourisme, c'est nos travailleurs à l'étranger qui apportaient des devises en Tunisie, qui envoyaient des devises en Tunisie. Ça servait à couvrir en grosse partie le déficit commercial. Mais ce n'est pas suffisant. Mais depuis le départ jusqu'à maintenant, jusqu'aux dernières années, jusqu'à maintenant,
On devait emprunter de l'argent pour couvrir ce qui reste de ce déficit, n'est-ce pas? D'où l'augmentation de l'endettement, n'est-ce pas, du pays, d'où les crises qu'on est en train de vivre et qu'on va probablement vivre dans les prochaines années de façon plus grave. Donc voilà les deux problèmes essentiels auxquels tout modèle de développement, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'est-ce pas? Voilà les deux objectifs essentiels, qu'on l'appelle modèle de ceci, modèle de cela, je n'y crois pas, j'y crois aux actions concrètes, n'est-ce pas? Il y a deux problèmes graves dans le pays. Bon, je ne parle pas de tous les autres problèmes qui sont aussi importants, notamment l'éducation nationale, le système éducatif dans le pays, et qui se dégrade de jour en jour, et qui est aussi à la base de graves problèmes pour la jeunesse, n'est-ce pas? Voilà, ce sont ces grandes réformes. J'ai cité l'éducation, je citerai le système financier qui n'évolue pas. Notre système financier qui n'évolue pas. Bon, le système bancaire ne joue aucun rôle dans le développement, ne joue plus aucun rôle. Dans le passé, on a obligé les banques, par exemple, je cite cet exemple, on a demandé aux banques de consacrer 20% de leurs dépôts à des projets de développement, n'est-ce pas, et des crédits moyen terme. Ceci a disparu, n'est-ce pas? Donc ils ne sont pas contraints d'ailleurs la Banque mondiale l'a écrit, le système financier néglige, oublie, fait abstraction, ne s'intéresse pas au développement. Un système bancaire qui ne s'intéresse pas au développement, c'est une grave question, n'est-ce pas? Donc il y a des tas, ce modèle, si on veut de modèle, il doit combiner la recherche de solutions à ces deux graves problèmes qui sont l'emploi et la balance des paiements, mais aussi il doit chercher des solutions, des orientations nouvelles pour les problèmes que je viens d'indiquer. Est-ce que tout cela doit se faire dans un certain espace? Doit-on privilégier l'espace beaucoup plus maghrébin, arabe, africain, international, méditerranéen, ou quel espace? Sans privilégier quoi que ce soit, on doit s'orienter vers les espaces qui peuvent nous accueillir, où nous avons des chances bon, l'espace traditionnel, c'est l'espace européen, n'est-ce pas? Nous avons une grande partie de nos échanges, de nos exportations vers l'Europe occidentale de façon encore plus précise. On ne peut pas négliger, c'est pas vrai qu'il y a un espace de rechange qu'on peut improviser facilement, n'est-ce pas? Un pays arabe, bon, on n'a pas su se pénétrer ce monde arabe. Pourtant, nous sommes tellement complémentaires avec les pays arabes. Oui, alors, donc, les pays asiatiques, on n'a pas fait, c'est vrai, on se contente un peu de la facilité qu'on trouve dans l'espace européen, n'est-ce pas? On n'a pas fait un effort exceptionnel pour pénétrer les autres espaces, notamment asiatiques et les pays arabes. Même le Maghreb, on n'existe pas. Nous, on n'est en Algérie, ni au Maroc, n'est-ce pas? Je reviens d'une petite visite au Maroc. La Tunisie n'existe pas au Maroc, n'est-ce pas? Et on sait tous que, entre autres aussi, la décentralisation est la clé du développement. Et pourtant, le choix qui a été fait depuis l'équipe de Bourguiba a été la centralisation. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, au-delà d'avoir 12 articles dans notre Constitution, pour réellement donner le pouvoir aux régions, leur donner les ressources? Ah oui, on doit faire beaucoup de choses. J'ai écrit dans mon dernier livre, Gouverner, il y a toute une partie consacrée à cette question. En effet, nous nous sommes englués dans l'état centralisateur du départ, et cela se justifie au moment de l'indépendance. Parce que, en dehors de l'État, il n'y avait rien. La société civile n'existait pas à l'époque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au contraire, la société civile existe et ne fait rien, n'est-ce pas? On ne lui donne pas la possibilité de faire. Il faut donc que l'État se dégage. Il ne peut plus continuer à s'occuper d'importer le thé, le café, etc., d'acheter des bus pour le transport. Si la société civile et le personnel de cette société n'est pas capable d'acheter un bus et de le faire marcher, c'est dramatique, n'est-ce pas? Donc il faut que l'État revienne à ses attributions essentielles, notamment, évidemment, les questions de souveraineté, de diplomatie, de défense. Nous avons, depuis l'indépendance, négligé les problèmes de sécurité du pays, la preuve.
nous nous trouvons désarmés quelque peu et en retard pour résister à ces vagues de terrorisme. Parce qu'on avait confiance dans la sagesse de la population et on a cru possible de ne pas se prémunir contre des dangers futurs. Donc, que l'État ait un point de vue diplomatie aussi, de point de vue justice. On ne peut pas dire que depuis l'indépendance, la situation de la justice est satisfaisante. Elle était une justice aux ordres, il faut bien le dire. Donc, on a négligé ces graves problèmes dont l'État doit s'occuper, et on s'occupait d'importation de thé, de café, de n'importe quoi. C'est bien, l'État était obligé de le faire, il n'y avait rien. Aujourd'hui, la société civile attend et elle ne peut rien faire. Donc, il faut se dégager, l'État doit se dégager, et également le pouvoir doit se décentraliser. Tout le monde attend tout de Tunis, n'est-ce pas? Ce n'est plus possible de tenir. Et j'ai suggéré dans le dernier livre que je viens d'indiquer, Gouverner, que l'on crée de grandes municipalités, ce que j'ai appelé les grandes communes. C'est-à-dire transformer en gros, enfin pas transformer, c'est-à-dire que les 24 gouvernorats que nous avons aujourd'hui, 24, soient l'assiette territoriale des nouvelles grandes communes. Des communes nous avons 350 communes, on va en faire encore quelque chose, ça va faire du 400 communes, des poussières, des petites communes qui ne peuvent remplir aucun rôle satisfaisant, n'ont pas de ressources en plus. Donc, il faut créer ces grandes communes, adopter le site territorial des gouvernorats actuels, ce qui ne veut pas dire supprimer le gouverneur. Non, les gouverneurs ont des attributions d'État qu'ils exercent à l'échelle des gouvernorats. Mais le site des grandes communes, ce sera le site des actuels territoires des gouvernorats. Alors ça va de 200 000 habitants à 500 000 habitants, par exemple. Tunis et Sfax devraient recevoir 2 grandes communes, n'est-ce pas? Et donner des pouvoirs à donner les pouvoirs nécessaires à ces grandes communes, des élections, des responsables élus, des pouvoirs, de façon à créer la vie dans l'intérieur. Le pays ne vit pas à l'intérieur, il attend, n'est-ce pas? Et on est en train de démobiliser quelques millions de personnes. Oui, je crois que ce travail est indispensable. Parmi les grandes réformes, la réforme de l'État, c'est là qu'il faut commencer, la première. Et à ce moment-là, on aura un État central qui dispose d'une vue dégagée, des contraintes quotidiennes du pouvoir de gestion, n'est-ce pas, et qui réfléchit sur l'avenir du pays et qui trace des plans et des orientations. Il est englué actuellement, le pouvoir d'État, dans les questions quotidiennes traitées. On se déplace dans le gouvernorat pour voir si tel projet a réussi ou n'a pas réussi, s'il a marché ou n'a pas marché. C'est ce qui l'empêche, vous l'avez dit, on n'était pas prêt côté sécurité. J'ai l'impression, moi personnellement, qu'on est en train de faire face aux terroristes, mais pas au terrorisme. Nous n'avons pas de stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas très spécialiste du terrorisme et de la terreur, mais s'il y a aujourd'hui du terrorisme, c'est parce qu'on n'avait pas les politiques économiques, culturelles et scientifiques nécessaires qui permettent justement d'éviter ces dérives terroristes, n'est-ce pas? Si on avait une politique de l'emploi plus conséquente, n'est-ce pas? Si on avait une politique sociale plus conséquente, peut-être on aurait évité il faut l'éviter, le terrorisme vient de quoi? Du désespoir des chômeurs. Il doit être, je l'imagine, il doit être énorme, un chômeur désespéré. Il est capable de faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Je me mets à sa place. Donc, la vraie lutte contre le terrorisme, à long terme, c'est le développement économique, c'est la création d'emplois. Absolument. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu le prix Nobel, finalement. C'est parce qu'on a évité le pire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis sceptique sur ce prix Nobel, n'est-ce pas? Parce que c'est une charité. On a cherché dans les pays arabes, je crois que c'est un peu la pagaille partout. La Tunisie est un pays plus calme,
un peu plus gentil, il n'y a pas d'excès, il mérite ce prix Nobel, n'est-ce pas? Et c'est bien de l'avoir obtenu. Si Mansour Maal, quand on a demandé à Bourguiba qu'est-ce qu'il y a en fin de compte entre vous et les islamistes, il avait simplement répondu 14 siècles. Et pour vous? Oh, je ne parle pas de siècle, je suis plus modeste que Bourguiba, mais je dis qu'il y a quand même une grande espace qui nous sépare, n'est-ce pas? Et le monde a évolué autour de nous, en Europe, en Asie, partout. Les gens font la différence. Prenez en Chine, je ne crois pas qu'il met la religion au pouvoir politique ou dans d'autres pays, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que dans le monde arabe et chez nous, on n'arrive toujours mélange, pas à séparer l'État et... Alors, exploiter la religion en matière politique, c'est nuire à la fois à la politique et à la religion, n'est-ce pas? Parce que la politique, à ce moment-là, devient discutable et la religion devient méprisable, si je puis dire, n'est-ce pas? Alors qu'il faut conserver le caractère sacré de la religion. Il ne faut pas la mêler aux conflits politiques, aux attaques politiques. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? La politique souffre et accepte toutes sortes de méthodes pour arriver au destin qu'on se propose d'obtenir. La religion, non. N'accepte pas l'utilisation de n'importe quelle méthode pour arriver au paradis. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est Mansour Maal, merci beaucoup. Leaders.